d'être là pour cette session dont l'intitulé pourrait nous occuper presque tout l'après-midi, tellement les sujets à aborder sont nombreux. L'économie est-elle violente? Alors derrière cette question, deux visions du monde s'opposent, notamment sur le rôle du marché. Pour certains, c'est un lieu de construction, de reproduction des inégalités. Pour d'autres, le lieu où la libre concurrence est source de création de richesse et d'augmentation du niveau de vie. On a une demi-heure pour traiter d'un sujet énorme et je remercie vraiment nos deux débatteurs. Boris Vallaud, donc vous êtes député, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et vous avez publié au printemps, aux éditions Seuil, « Nos vies ne sont pas des marchandises manifestes pour la démarchandisation ». Et Alain Di Crescenzo, vous êtes président de CCI France et donc vous avez porté la voix des entreprises. On va commencer par vous, Boris Vallaud. Je disais en introduction, vous avez publié donc cet essai sur la démarchandisation. Est-ce à dire que le marché est violent, que la concurrence est source de violence? Ou est-ce alors c'est totalement caricatural? Alors d'abord, merci de l'invitation et d'animer ce débat. Peut-être partager un constat que chacune et chacun peut faire, qui consiste à dire qu'en réalité, tout est marchandise. Que de la petite enfance jusqu'à la mort, en passant par le grand âge, l'éducation, l'accès aux soins, tout est devenu marchandise à la faveur de mutations du marché. Un premier capitalisme industriel, qui est un capitalisme de production, un deuxième, qui était un capitalisme financier. On est dans un capitalisme numérique où le marché est total et où nous sommes nous-mêmes devenus des marchandises, y compris dans nos subjectivités, nos passions, nos émotions, notre amitié, nos amours sont devenus des marchandises jusqu'à notre attention. Et de ce point de vue-là, oui, le marché est total et peut être totalitaire parce que les lois du marché, lorsqu'elles ne sont pas contenues, lorsqu'elles sont désencastrées de considérations économiques, sociales, politiques, morales, eh bien la loi du marché finit toujours par être la loi du plus fort, avec la violence évidemment qui l'accompagne. Alain Di Crescenzo, peut-être une réponse à ce que vient de dire Boris, et puis après on reviendra sur votre vision de la violence. On n'est pas dans un monde idéal et j'ai bien compris. Par contre, je pense qu'il y a des marchés. Et c'est ce que j'essaie de dire. Moi, je suis bien sûr un progressiste. Et je dis qu'il y a des marchés, il y a des géographies. Et je crois que dans ce pays où des fois on est un peu trop négatif, donc il faut regarder qu'on arrive à contrer le marché sur certains sujets. Et moi, je l'ai bien vu. À l'époque, j'avais une entreprise aux États-Unis, une entreprise en France. J'avais des collaborateurs en France et aux États-Unis. La façon d'aborder la crise Covid, mes amis, ça n'a pas été la même. Alors, il y a un marché qui a tout laissé faire, les États-Unis, où on crevait dans la rue. Et puis, il y a un marché qui a essayé de réagir, peut-être un peu trop réagir. Peut-être que ça a coûté beaucoup d'argent, mais donc on a maintenu l'essentiel. Quand je regarde la protection sociale, quand je regarde ce que coûte la protection sociale aux États-Unis et au Canada, c'est 10% du salaire. Chez nous, c'est 50 points en global de charges additionnelles. Ça veut dire qu'on n'a pas laissé tout faire. Voilà. La vraie question que je me pose, moi, c'est longue période et en regardant nos finances publiques. Est-ce qu'on pourra tenir le coup? Et si on ne tient pas le coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Moi, ma réaction est là. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de merchandising, mais on a essayé de maintenir l'essentiel. On n'y est pas tous arrivés parce qu'on voit que ça se dégrade, mais on a essayé de tenir le coup. Je peux vous m'autoriser à rebondir, parce qu'évidemment, il y a, dans une forme d'a contrario, la question qui est posée, mais c'est combien coûte la démarchandisation? Et l'exemple qui est donné est celui de la santé. Aujourd'hui, les dépenses de santé aux États-Unis, c'est 19% du PIB. En France, c'est 12% du PIB. L'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé est supérieure en France aux États-Unis. Les inégalités en santé sont inférieures en France qu'aux États-Unis. Donc d'une certaine manière, je réponds moi aussi à cette question-là. Qu'est-ce qui coûte cher? Probablement la marchandisation. La violence économique, vous dites, c'est aussi le résultat d'une violence politique, une violence géopolitique. On l'a vu beaucoup depuis 2 ans. Et l'économie est devenue un instrument au service de rivalité de puissance, notamment entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que finalement, dans l'histoire, si on prend une très très longue vue, ça n'a pas tout le temps été ça, et qu'on a eu une parenthèse qui s'est refermée il y a une dizaine d'années. Donc l'économie victime de la géopolitique. Sur la parenthèse, sur la violence, moi je ne suis pas très vieux, je suis né en 62, et donc je me rappelle de ce que j'ai connu et de ce que m'ont dit mes grands-parents, mes parents.
Si on regarde la violence pure et les conflits, je crois que ça vaut le coup de repartir sur le monde de violence. Entre 1945 et 1990, fin de la guerre froide, il y avait à peu près une vingtaine de conflits par an. En 1990, vous avez vu ce qui s'est passé avec la guerre du Golfe, etc. Ça s'est un peu tendu, on est monté à 50 conflits par an. Et après, ça a diminué jusqu'en 2014, en gros, où c'est reparti avec la crise ukrainienne qu'on a connue, notamment les débuts de la crise ukrainienne encore. Et aujourd'hui, en 2025, ça fait partie des 3 années records depuis 1945 en termes de conflits, il y en a 65. Vous voyez, donc, on a quand même, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais on a quand même une accélération de la violence que l'on voit aujourd'hui et que l'on voit dans la criminalité avec la nouvelle criminalité, où les vols sont plutôt stabilisés, les homicides aussi, dans notre pays. Par contre, si vous voyez la violence pour les enfants, la violence familiale, la cybersécurité, les intrusions, ça explose. D'accord ? Et on voit aussi des mouvements de foule, on les revoit, on les ressent. Récemment, on a eu le PSG, quand même, il faut s'en rappeler. Donc cette violence, elle monte. Ben, écoutez, dans l'économie, j'ai l'impression d'avoir un vrai parallélisme. On a vu une accélération de la violence, les droits de douane en font partie. C'est une extrême violence. Le 26 juin, là, il y a la semaine dernière, Trump a annoncé encore 100% de droits de douane sur les pays européens qui ne joueraient pas le jeu, selon lui. D'accord ? En 10 ans, les droits de douane américains, en moyenne, ont été multipliés par 5. Les taxes des Chinois sur le cognac, qu'on aime bien chez nous, c'est 35%. Donc les Chinois qui lancent une opération extraordinaire de licence d'exportation sur les terres rares qui fait qu'on ne saura plus produire de batteries sur les appâts et si on ne courbe pas des Chines, c'est une forme de violence. Donc j'ai l'impression, avec le petit recul que j'ai, qu'on a une violence exacerbée, qui est une violence qu'on a dans les rues, qui est une violence qu'on a politique. Cette violence devient un outil aussi géopolitique et économique, et on le voit tous les jours. Et la question, mais on en reparlera puisque je vais m'arrêter là, la question c'est pas de la constater, parce qu'elle existe, c'est de la contrer. Et la question c'est de savoir comment, conjointement, on arrive à contrer cette violence qui arrive à tendre les personnes. Je donne juste un exemple micro. Vous voyez, ça arrive jusqu'aux entreprises, à mes entreprises. Et vous savez que je vois le crédit interentreprise. Le crédit interentreprise, c'est les délais de paiement. Quand les situations se tendent, et c'est très violent les délais de paiement, on a pris globalement 20% de délais de paiement additionnels sur 2 ans. Et ça, c'est la violence qu'on a aussi entre nous. Violence, donc, violence économique, résultat de chocs géopolitiques et d'affrontements de puissance. Alors, je ne sais pas s'il y a une exacerbation de la violence, une accélération de la violence. De temps en temps, je me dis finalement, avoir 18 ans, est-ce qu'il vaut mieux avoir 18 ans aujourd'hui en France ou 18 ans en 1914 ou en août 14 Comme ça, spontanément, je me dis que nous continuons d'être des générations plutôt bénies, mais ce qu'on apprend aussi, c'est que rien n'est acquis de façon définitive. Il y a eu une parenthèse, je vois quand elle s'ouvre, je ne sais pas bien quand elle se ferme, c'est la Seconde Guerre mondiale, qui précisément est un moment de réencastrement de l'économie dans des considérations économiques, sociales, morales. C'est les grandes lois sur Bretton Woods, Philadelphie sur le travail, et puis la création de la sécurité sociale en France et partout en Europe. Ce qui est manifeste, c'est que, mais on le sait depuis toujours, l'économie est un outil de la puissance et est un instrument de la violence et du rapport de force. Ce qui peut-être il y a de nouveau, c'est que, au fond, du point de vue du marché, quand le marché, d'une certaine manière, a tout colonisé, la dernière Bastille à prendre, c'est la démocratie elle-même. Et ce qu'on a pu observer, notamment dans la dernière campagne américaine, dans ce moment que je qualifiais de marché total, de capitalisme total, celui du capitalisme numérique, c'est la collusion d'intérêts entre des offres politiques illibérales, celles de Trump, et des oligarques de la tech qui, au fond, ont fait jonction pour prendre ensemble cette dernière Bastille. Et d'ailleurs, vous voyez à quel point Trump a été, dans les relations avec l'Union européenne, le défenseur de ces GAFAM. De la tech américaine. Est-ce qu'on a le sentiment que ces chocs macroéconomiques sont de plus en plus violents parce que nos sociétés, notre modèle, finalement,
est de plus en plus fragile. On voit cet éclatement des chaînes de valeur, etc., qui fait que nos entreprises, on l'a vu au moment du Covid, sont de plus en plus fragiles. Est-ce que c'est aussi le résultat d'une fragilité du système ? C'est-à-dire que la violence, elle surgit quand on se désarme, quand on cesse aussi de se protéger. Je parle sous ton contrôle, mais quand j'observe la désindustrialisation qui a frappé l'Europe, singulièrement la France, et que je constate que nous nous sommes imposés à nous-mêmes des règles qu'aucun de nos concurrents, nulle part dans le monde, se sont imposées. Quand je vois que la Chine, non pas en respectant les lois du marché, mais au contraire en les contournant tous, avec des entreprises d'État, avec des marchés protégés, avec des aides d'État, a réussi en 10 ans à constituer les concurrents de nos principales entreprises. Huawei qui vient tailler des croupières à Alcatel, il y en a évidemment beaucoup d'autres, jusqu'aux fabricants aujourd'hui de véhicules électriques. Je me dis, nous avons été les idiots utiles du village global. Et que face à cette violence et à ces désordres, et à un libre marché qui, on le voit bien, finit par être la loi du plus fort, il faut se protéger et réguler, protéger. La démarchandisation, ce n'est pas un art de la destruction, c'est un art de la limitation. Qu'est-ce qui est dans le marché ? Qu'est-ce qui doit lui être soustrait ? Bon, on ne va pas se disputer sur le sujet parce qu'on est parfaitement alignés. Donc, je prends le sujet qui est d'une violence folle qu'on ne voit pas. C'est les subventions publiques en Chine ou même aux États-Unis via l'armée. Sur la Chine, par exemple. Donc les subventions sur les panneaux solaires, vous savez, les grands stocks qu'il y a partout qui ne valent plus rien là. Les subventions sur les panneaux solaires, sur l'acier qui inonde le marché européen. Ces subventions autour de l'industrie manufacturière, c'est entre 3 et 8 fois supérieur à ce qu'on a en Europe. 3 et 8 fois supérieur à ce qu'on a en Europe. Quand vous regardez ce qu'on fait et ce qu'on laisse passer, je reviendrai sur l'Europe quand même, sur cette surprotection qu'on a. Quand vous regardez ce qui se passe, alors que nous, on accumule les déficits du commerce extérieur, et si c'est pas trop grave, c'est parce qu'on importe moins, parce qu'on a moins d'argent, parce qu'on consomme moins, déficit record du commerce extérieur donc chinois. On est envahi. Et je valide complètement ce que tu dis. Moi, je n'ai pas compris et n'y vois pas une vision écologique de la chose. Je suis pour la décarbonation. Mais quand nous, on dit c'est la voiture électrique, on arrête la voiture thermique. Alors qu'une voiture électrique, c'est quoi ? C'est des computers, on ne les fabrique pas. C'est des moteurs électriques, on essaie d'en fabriquer quelques-uns. Moi, je suis un ancien de Schneider, je connais bien le truc. C'est compliqué. Et après, c'est des batteries et on ne maîtrise pas les terres rares. Là, vous vous dites, la décarbonation, super bon, il faut y aller. Mais là-dessus, on sait très bien ce qui va se passer. Quand vous voyez qu'on met des barrières à l'importation des véhicules électriques, des voitures automobiles, les vôtres, et qu'on oublie juste les utilitaires légers, on se fait massacrer. Et donc là-dessus, simplement, et c'est ça la lutte qu'on peut avoir, c'est qu'il faut qu'on ait à l'Europe et au niveau national aussi, et je vous parlerai de l'Espagne, j'habite à Toulouse, à la frontière espagnole, des légumes que nous avons sur nos marchés. Alors bien sûr, il faut les engrais, il faut faire attention à ce qu'on met sur nos terres, etc. Mais quand ces produits que vous interdisez chez vous, c'est ceux qui envahissent vos marchés et qui font crever vos agriculteurs, il faut se poser des questions. Et donc simplement ce que je dis, peut-être qu'on dit à peu près la même chose, je ne sais pas, je te vois me regarder comme ça, je me dis que là-dessus, il faut arrêter de laisser aller le marché comme ça. Mais pour ça, la France, ça ne pèse pas assez. Et je crois qu'il faut retrouver, c'est partie des solutions, peut-être qu'on aura un peu de temps là-dessus, retrouver le monde des alliances. Au fond, je crois que c'est le Premier ministre anglais qui a dit ça lorsqu'il introduisait, c'était au Forum de Davos, il faut retrouver les petits. Les petits, c'est quoi ? C'est l'agglomération de tout ce qui n'est pas US et Chine. Et là-dessus, avec le Canada, donc qui n'est pas les États-Unis, on a sans doute la possibilité de revoir quelque chose de façon à reposer sur l'échiquier et de ne pas n'être que des victimes. Et ne pas faire que constater ces violences et un peu ces décadences qu'on peut vivre par ailleurs. Alors, Boris Vallaud, répondez. Et puis, comment on fait pour réparer moi, je suis heureux de trouver ici un allié pour donner des limites au marché et pour être dans une
reconquête industrielle. Moi, la question de la souveraineté, ça fait longtemps, j'étais le directeur de cabinet d'Arnaud Montebourg lorsqu'il était ministre du redressement productif, je suis assez convaincu de la nécessité de cette reconquête industrielle. Parce que les pays qui ne produisent pas sont dans la main des pays qui produisent et qu'on ne peut pas être dans la main des Indiens s'agissant des composants pour les médicaments. Non, mais tout le monde est d'accord pour la reconquête industrielle. Sauf que depuis des décennies, au fond, être business friendly, c'était ne donner aucune limite au marché. Voilà. C'était mesurer la performance des chefs d'entreprise aux délocalisations qu'ils faisaient à l'étranger. C'était, vous vous souvenez, cette espèce de fantasme de la France sans usine. Nous, on réfléchissait et puis les autres feraient. Bon, bah, le résultat, c'est qu'ils réfléchissent mieux que nous et ils produisent aujourd'hui mieux que nous. Donc on est dans un état de faiblesse absolument considérable. Donc je suis évidemment d'accord avec ce qui a été dit. Il faut protéger le marché européen. Il faut être capable de... Donc alors on le protège comment? Donc par la norme, par les droits de douane, par... par tout ça. Par la norme, par les droits de douane, par la mise sous cocon des industries... la renationalisation. Et la renationalisation, c'est un des outils de la démarchandisation. Ce n'est pas le seul. Voilà, il y en a d'autres. Et puis par ailleurs, quand je parle du marché, il y a le marché mondial. Mais quand j'évoque ce sujet-là, je pose aussi la question de la gestion des EHPAD. Est-ce qu'on doit laisser à Orpea le soin de faire du grand âge une marchandise, ou est-ce qu'on prend le modèle qui est le modèle landais, qui n'est pas d'EHPAD à but lucratif, et que vous soyez riche ou pauvre, vous êtes pris en charge dans les mêmes conditions lorsque vous vieillissez et dans les meilleures conditions, en l'occurrence qu'Orpea. Les questions, elles se posent à toutes les échelles. Donc oui, des barrières à l'entrée, oui, des normes sociales et environnementales qui permettent de rétablir de la loyauté dans la concurrence. Sinon, je veux dire, c'est fini. Donc de la régulation, plus d'État. Oui, enfin, on est d'accord. Enfin, vous êtes d'accord et pas complètement d'accord. Attends, je n'ai pas fini. Allez-y. C'était juste le tout début de la phrase. Moi, ma position, c'est de reconnaître qu'il y a une économie de marché. Je ne m'arrête pas là. Mais après, il y a des économies, c'est ce que je disais au départ, il y a des marchés. Et moi, je suis pour l'économie de marché responsable. Vous voyez, dans mon autre vie, je suis dans le monde coopératif. Je suis président de la Fédération des caisses d'épargne. Dans la Fédération des caisses d'épargne, ça ne distribue pas de dividendes. Ça réinvestit sur les territoires. Est-ce que pour autant, on a des ratios de solvabilité qui sont inférieurs aux autres? Pas du tout. Est-ce que pour autant, on ne finance pas l'économie? Pas du tout. 22% de l'économie est financée par le groupe auquel j'appartiens. Donc, il y a des alternatives, il y a des modèles. Et ce que je crois, bien sûr, il faut taper, on ne peut pas se laisser taper sur le museau comme on l'a fait pour les Américains. Je crois qu'il faut riposter. Mais moi, ce qui nous manque, et ce qui me manque au niveau européen, et même au niveau français, c'est qu'il faut s'organiser. Il faut repartir sur le militantisme, on a eu une petite discussion une fois dans ton bureau, essayer de trouver des alliances, parce que quelque part, tout seul, on ne va pas y arriver. Je crois qu'il faut trouver un corpus d'alliances au niveau national. Peut-être c'est un grand écart, mais moi, je jouerai cette partie, dans tous les cas. Et deuxièmement, il faut le trouver au niveau européen. Parce que si on n'a pas des alliances au niveau européen, on va tout perdre. On va tout perdre. Et là, je suis pour réguler le marché et trouver des alliances. Et je finis sur un point. Arrêtons de nous battre entre nous pour développer l'avion de demain, peut-être. Faisons-le ensemble. Justement, vous prenez un exemple où on n'a pas réussi à le faire ensemble. On en a fait un. Airbus, on l'a fait ensemble. Oui, mais on l'a fait. Il faut revoir les choses. L'avion de chasse du futur, on l'a arrêté. Et le char du futur, il est mal barré. Boris Vallaud. Bon, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Lutter contre la violence du marché. Ne pas céder à la loi du plus fort. Ça n'est pas précipiter l'économie hors de son orbite. C'est la réaligner. Dire finalement l'entreprise, elle déborde et elle a une responsabilité qui déborde dans la société. Et c'est la raison pour laquelle quand on s'était vu, on s'est dit, dans la grande bataille que nous avons à mener, de reconquête industrielle, de reconquête de nos souverainetés, de préservation de l'environnement, de prise en charge d'un certain nombre de mutations qui sont parfois même des mutations anthropologiques. La question de l'IA va être quelque chose sur le plan anthropologique absolument considérable. On a besoin de renouer un pacte productif. Moi, je ne considère pas que la démarchandisation, ce soit l'étatisation de tout. Je ne propose pas de remplacer un marché aveugle par un État qui serait sourd et lointain. Je propose précisément le réencastrement de l'économie dans le social, le réencastrement de l'économie dans l'environnemental, dans l'éthique, etc. Et l'économie sociale et solidaire, puisque ça a été évoqué, est évidemment
l'un des modèles auxquels je fais référence. Mais comme toute la réflexion autour de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises à mission, de la redéfinition de l'objet social de l'entreprise dans le code civil, on a des outils qui nous permettent en réalité d'avoir de la durabilité dans ce que le marché, au fond, n'a pas de vision de long terme. Comment on fait, quand on a cette vision-là en France, pour convaincre les Allemands, les Finlandais, les Polonais? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans l'Europe, on a la même vision du marché? Je voudrais parler des Polonais, Allez-y. qui est un peuple que je connais bien. La première chose pour les convaincre, c'est de ne pas accepter, quand on rentre dans l'Europe, d'acheter des F-14 américains ou des F-16 américains. C'était la première chose. Voyez. Donc vous voyez, cette Europe-là que j'aime, que j'adore, que je veux, il faut un peu qu'elle se réforme un petit peu, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec nos financements européens. Point numéro 1. Après les Allemands, les amis, il faut partir, il faut faire du commerce. Ce n'est pas que du merchandising, du commerce. Il faut aller voir les gens. Moi, par exemple, je vais rencontrer Doris, qui est la présidente de Siemens tout à l'heure, qui est la présidente de la chambre germano-française. On va faire des deals. Parce que quelque part, sur la réindustrialisation, si on oublie l'Allemagne, on est mort. Si l'Allemagne, aujourd'hui, se désindustrialise, elle perd ce potentiel industriel, c'est très mauvais pour la France. Et donc, il faut refaire des deals. Il faut y aller, il faut que le monde de l'entreprise... Alors moi, j'aimerais bien, j'ai toujours rêvé qu'on ait des binômes entreprises-politiques. Je suis arrivé en local. Tu vois, dans les localités, dans ma région, dans mon territoire, j'y suis arrivé. Au niveau national, je ne suis pas arrivé. Et j'aimerais bien qu'on fasse ces binômes politique-entreprise sur la base d'un discours non pas établi, mais équilibré, ce que je pense qu'on sait faire. Il faut aller à la conquête, il faut aller voir les Allemands, il faut les soutenir, il ne faut pas faire de notre côté. De toute manière, globalement, quand on regarde la situation de la France. Encore une fois, c'est un pays que j'aime. On ne peut plus faire seul. Non, mais vous croyez qu'aujourd'hui, la France a une voix suffisamment forte pour aller porter Non, mais nous, les entrepreneurs, on fait des deals. Moi, je vous parle du groupe Schneider Electric, par exemple. On a des deals dans le monde entier. Des deals, ça veut dire quoi? Ça veut dire je rachète. Ça veut dire on a des alliances. Moi, j'avais une ETI. Bon, j'avais 600 personnes. On était dans 25 pays dans le monde. On ne nous a pas attendus, on ne s'est pas imposé. On y est allé, on a trouvé des deals, on a trouvé des marchés. Donc ça veut dire qu'on peut y arriver. Et je crois qu'il y a peut-être une espérance. C'est que malheureusement, dans ce monde, l'Europe souffre. L'Europe souffre. Alors il y en a qui se sentent un peu mieux. L'apologie de l'Espagne, je connais, j'ai compris. J'ai vu ça hier au journal télévisé. Mais si on regarde les moyens de l'Europe, on souffre. Et dans la souffrance, on peut trouver des alliances et des deals. En tout cas, moi, c'est mon parti. Et je suis partant aussi pour qu'on accepte une quasi-spécialisation sur certaines industries, etc., pour se dire, dans la vie, il y a des leaders, il y a des suiveurs, c'est pas grave, ça tourne. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on pourra refaire des industries, repartir dans la réindustrialisation massive qu'on ne fera pas tout seul, parce qu'on va trouver des effets de levier avec l'Europe. Moi, j'ai rencontré ces journées, je m'arrête là, il n'y a pas longtemps, je l'ai senti volontariste. Pour que, au sein de l'Europe, la France ait quand même aussi un petit coup d'avance, qu'on sache où on va. Voilà, je l'ai compris comme ça. Boris Vallaud. Bon, on n'est pas aidé par la situation politique actuelle qui quand même fait que la France perd du crédit et quand nos partenaires européens voient en 2 ans 4 ou 5 ministres différents qui sont censés engager la parole de la France, c'est un peu difficile de les croire. Donc ça, il faut le reconnaître objectivement. Par ailleurs, il faut aussi dire la vérité. Les Polonais et beaucoup d'autres pays de l'Union européenne prennent aussi aujourd'hui la mesure de la dépendance qu'il a leur vis-à-vis des Américains. Et que finalement, le grand frère américain n'est peut-être pas aussi fiable que ça. Et qu'il est violent. Et qui peut être, effectivement, qui peut être un grand frère violent et puis un grand frère absent qui n'assume pas les responsabilités historiques qui sont les siennes et qui finit par se retourner contre ceux qui étaient ses alliés. Donc la dépendance vis-à-vis de l'armement américain est une opportunité pour l'industrie évidemment de la défense européenne. Il faut avoir par ailleurs aussi l'honnêteté de dire que nous avons besoin des couples franco-allemands, c'est sûr, mais que quand même pendant des décennies, les Allemands ont joué, notamment en Chine, leur participation sans penser au reste de l'Europe. Voilà, en faisant des deals, y compris dans le dos de l'Europe. Bon, donc moi je suis à fond pour à ce qu'il y ait des consortiums européens qui se constituent pour reprendre notre souveraineté.
Mais je veux que ce soit, du point de vue des Français, sans naïveté. Eh bien, écoutez, il nous reste 18 secondes. Je pense que ça sera le mot de la fin. Alors, je tiens à préciser que dans un quart d'heure, à 17h45, Boris Vallaud va dédicacer son livre juste à côté, dans l'espace FNAC. Merci à vous deux. Et puis, on continue avec la prochaine table ronde.